Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi, on est ensemble jusqu'à 13h30. L'actualité qui ne s'arrête pas. Vous nous appelez à tout moment au 0826 300 300. Pour commencer, hommage à ces soldats français, ces 58 soldats français tombés au Sahel depuis 9 ans avec cette opération Serval à laquelle a succédé l'opération Barkhane. L'opération Barkhane se poursuit, mais en dehors du Mali, qui était pourtant l'épicentre des activités de l'armée française sur place. Il n'y a plus un seul officiellement soldat français au Mali en train de combattre les djihadistes. C'est un retrait qui a été décidé il y a plusieurs mois du fait de l'hostilité croissante de la junte au pouvoir au Mali. On en parle avec notre invité. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je le disais, 58 soldats français, pas seulement tombés d'ailleurs au Mali, ils sont tombés, disons-le, au Sahel d'une manière plus large, parce que concrètement, les djihadistes et l'armée française aussi ne s'arrêtaient pas aux frontières des différents pays qui étaient concernés par ce fléau. Est-ce qu'ils sont morts pour rien, ceux qui se sont battus au Mali ? Non, alors vous avez raison de rappeler que sur les 58 militaires français qui sont tombés maintenant depuis 9 ans, depuis le début du déclenchement de la première opération militaire, Serval, 11 janvier 2013, 46 sont morts au Mali, mais il y a évidemment d'autres pays qui sont concernés. La France combat les groupes armés terroristes, non seulement au Mali, mais également au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, et également aussi en Mauritanie, qui constituent donc les 5 pays qui participaient à cette opération régionale qui a un peu du plomb dans l'aile, qui s'appelait le G5 Sahel. Mais la France, évidemment, a eu raison d'intervenir en 2013, car la menace était très prégnante par rapport à la conjonction entre des groupes armés, traditionnellement sécessionnistes dans le nord du Mali, et donc ces mouvements terroristes d'inspiration salafiste liés à Al-Qaïda, et par la suite, à partir de 2015, liés à l'État islamique, qui menaçaient l'intégrité territoriale et tout simplement la vie des Maliens. Un récent rapport qui est paru il y a 3 semaines rappelle qu'il y a eu 6000 personnes qui sont mortes dans les 3 pays que j'ai cités, Mali, Burkina Faso et Niger en 2020, 8000 déjà en 2022, dont 2000 civils au Mali. Donc évidemment, la lutte contre le terrorisme ne concerne pas que le Mali, et bien évidemment, il faut rendre hommage, comme vous l'avez justement fait, à ces 58 militaires français et à leurs nombreux camarades blessés, psychologiquement, mais blessés aussi physiquement, qui ont malgré tout permis que le Sahel ne soit pas sous le joug des organisations salafistes et des mouvements terroristes. Alors effectivement, on peut rappeler le contexte d'ailleurs lors du déclenchement de l'opération Serval et non Barkhane. On est sous François Hollande, ça paraît presque être le siècle précédent. Des groupes djihadistes se sont alliés à des indépendantistes touaregs du MNLA et se sont emparés de Tombouctou et grosso modo de tout le nord du Mali, et ils semblent foncer vers la capitale, Bamako. C'est là que l'armée française intervient assez rapidement, puis finit par reconquérir le nord du Mali. Reconquérir, croit-elle? Parce qu'en fait, elle va y rester très longtemps. Et en 9 ans, malheureusement, malgré tous les efforts et tous les sacrifices consentis, notamment par les Français et par leurs alliés, on n'arrivera jamais à éradiquer la menace djihadiste. Alors c'est compliqué effectivement de faire face à des organisations qui se jouent de la pesanteur ou d'une certaine façon la dimension très sclérosante de forces armées occidentales. Accessoirement, vous avez raison de rappeler, il n'y a pas que la France qui est engagée dans ce combat. Ses partenaires européens ne sont pas en reste, les Britanniques, les Italiens, les Espagnols, les Allemands. Les Allemands ont décidé d'ailleurs de renvoyer il y a quelques jours les 1000 soldats qui étaient présents dans le cadre d'une autre opération. Vous avez mentionné Serval, qui a débuté le 11 janvier 2013, qui se termine en août 2014 pour laisser place à Barkhane. Mais il y a une opération onusienne, la MINUSMA, qui a pour objectif de stabiliser le pays et qui évidemment engage des moyens financiers et capacitaires considérables. Et évidemment, ces groupes armés se sont joués de cette difficulté à se mouvoir dans un territoire, faut-il le rappeler, qui est particulièrement vaste, 5 millions de kilomètres. Plusieurs fois la France. Grand comme à peu près 10 fois la France, 5 millions de kilomètres carrés, et qui évidemment se joue des frontières physiques, puisque nous parlons de la zone sahélo-saharienne. La matérialisation des frontières est une vue de l'esprit. Ces groupes armés ne connaissent pas et ne reconnaissent pas du reste la souveraineté des États. Vous l'avez mentionné avec le MNLA qui récuse son appartenance depuis maintenant près de 60 ans à l'État malien créé en 1960, et ces groupes armés, État islamique dans le Grand Sahara,
ou groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est né en 2015 de la fusion de mouvements liés à Al-Qaïda, qui avait opéré auparavant en Algérie, dans le sud algérien, à partir des années 90, et qui opère désormais dans une zone plus vaste que le seul Mali en question, puisque maintenant la menace se fait de plus en plus prégnante sur les pays méridionaux, les pays riverains du golfe de Guinée, avec un état d'urgence au Togo qui a été instauré début juin, et des attaques de plus en plus fréquentes dans le nord-ouest du Bénin, et bien évidemment en Côte d'Ivoire, voire même au Sénégal. Ce qui signifie d'ailleurs que la menace contre laquelle on luttait lorsqu'on a déclenché Serval est plus étendue géographiquement qu'elle ne l'était au début. Oui. C'est quand même un constat d'échec. C'est un constat d'échec, mais l'échec est partagé. Mais personne n'est en train d'accuser l'armée française. Au contraire, c'est pas du tout le... Vous avez raison de ne pas le faire. Mais malheureusement, quels que soient les efforts et les sacrifices, je le redis, on a l'impression que la situation est presque pire à l'échelle régionale qu'elle ne l'était quand on est arrivé. En tout cas, elle s'est aggravée sur un autre point. Il y a eu de la déstabilisation politique, car sur les 5 pays que compose le G5 Sahel, 2 pays ont connu des coups d'État. En août 2020, le Mali, avec une junte militaire qui, là je crois, sans exagération, met beaucoup de mauvaise volonté à vouloir coopérer avec ses alliés occidentaux, que ce soit français, européens, voire même donc sous l'égide des Nations Unies. On va en reparler d'ailleurs dans un instant. Ne pas oublier qu'il y a eu un autre coup d'État en septembre 2020 dans le pays limitrophe, au Burkina Faso, où le président Roch-Marc Christian Kaboré, lui-même engagé dans la lutte contre les groupes armés, a été débarqué, chassé du pouvoir par une junte militaire. Ne pas oublier également que c'est également le cas, mais dans une configuration autre au Tchad, où la mort du président Déby en avril 2019 a laissé place à un régime dont la légitimité institutionnelle est aussi engagée. Et la stabilité n'est pas forcément garantie à moyen terme. On y reviendra également. Revenons d'abord à ce qu'on disait. Barkhane officiellement continue. Les soldats français ne quittent pas le Sahel. Ils continuent à se battre d'ailleurs contre les terroristes. Ils vont continuer à mener des opérations contre les terroristes, y compris avec leurs alliés nigériens, tchadiens et autres. Sauf qu'on l'a dit, il n'y a plus de soldats français au Mali. On a quitté le Mali puisqu'on n'y était plus clairement les bienvenus, que la junte malienne n'en voulait plus. En revanche, vous avez dit vous-même que les terroristes ne respectaient aucune frontière et qu'ils s'en jouaient. Quel est l'intérêt de continuer à lutter contre des terroristes qui, eux, vont allègrement passer la frontière, par exemple, entre le Mali et le Tchad, ou entre le Mali, et le Niger, jour et nuit, alors même que nous, on sera les seuls à s'interdire de rentrer au Mali? Alors c'est justement là le paradoxe. Vous avez raison de mentionner le fait que la France, nonobstant la mauvaise volonté du gouvernement malien, continue à neutraliser des djihadistes. Il y a encore une semaine, 2 djihadistes qui vraisemblablement avaient pour mission de perturber le redéploiement des forces militaires, donc le départ qui a été signifié hier de la base de Gao. 2 de ces terroristes appartenant au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont été neutralisés par les forces françaises. Donc la France continue à lutter contre les djihadistes, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Sauf au Mali à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ce sera plus compliqué au Mali, mais la France a décidé de redéployer une partie de son dispositif Barkhane. Le président Macron, le 17 février dernier, avait précisé l'état de la manœuvre. 6 mois pour quitter le Mali, c'est fait, avec un respect de la date, le 15 août, et d'une certaine manière, coupant l'herbe sous le pied de ceux qui accuseraient ou qui auraient eu beau jeu d'accuser la France de rester plus longtemps, puisque des manifestations d'hostilité étaient en train d'être préparées par le régime malien. Pour le régime, je ne dirais pas forcément par le régime malien, mais par ce qu'on appelle les forces vives, c'est comme ça qu'ils s'appellent, de Gao, qui avait donné un ultimatum de 72 heures à la France pour quitter Gao. La France l'a respecté d'une certaine façon parce qu'elle est partie un jour plus tôt. Mais pour répondre également à votre question, la France continuera à lutter contre ces groupes armés qui, traversant les frontières, de facto, sont des cibles. C'est le cas au Burkina Faso. C'est le cas où la France maintient un dispositif de force spéciale depuis très longtemps, puisqu'il est en place depuis 2009, le dispositif Sabre, et à partir donc d'aujourd'hui, un renforcement de sa présence au Niger. Nous avions 3 bases militaires au Niger, nous n'en avons plus qu'une, mais néanmoins, le président Macron l'a rappelé, sur les 5100, voire 5500, puisque ça a été
le maximum d'engagement militaire français, 2500 militaires français resteront, dont 250 seront déployés à la frontière, précisément entre le Mali et le Niger, pour éviter que les infiltrations de ces groupes armés obèrent sur la sécurité du Niger ou du Burkina. Dernière question, que va faire la junte malienne sans l'armée française? Les relations sont au plus mal. Il y a aussi des membres de la société civile malienne qui conspuent la France jour et nuit. Vous l'avez dit, à Gao, on a carrément donné un ultimatum à nos soldats pour qu'ils partent en 72 heures. Revenons sur la junte malienne qui, à l'autre jour, dont un des porte-parole l'autre jour a qualifié, je cite, de branleurs les membres de la communauté internationale qui voulaient, d'après lui, saper l'autorité et la crédibilité des forces armées maliennes. Est-ce que les Maliens arrivent vraiment à lutter avec l'aide des mercenaires russes de Wagner contre le djihadisme, ou est-ce que la situation est catastrophique ? Et non, et vous avez raison de le mentionner, les Maliens, pas plus que leurs supplétifs russes de la société militaire privée Wagner, ne réussissent à faire face à la menace djihadiste. La meilleure preuve en est, il y a une semaine, 42 militaires maliens ont été tués sur la base de Tessit, donc dans le centre du Mali, nonobstant la présence donc avérée, désormais même assumée, de la part des mercenaires russes. Je l'évoquais précédemment, la Russie essaye de renforcer, de se coordonner davantage avec les forces maliennes. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, se rend dans quelques jours à Bamako, confortant l'accroissement ou le renforcement de cette coopération militaire. La Russie a livré il y a quelques heures 4 avions Albatros, plus des hélicoptères de combat, mais malheureusement ça ne suffit pas. Les forces armées maliennes ont en tout cas perdu un prétexte, puisqu'ils avaient beau jeu de critiquer l'ingérence extérieure. Le porte-parole dont vous faites état, outre le caractère outrancier de ses propos, avait évoqué le fait que les terroristes qui avaient mené cette attaque contre un camp des FAMA, des forces armées, avaient bénéficié d'une aide extérieure, implicitement, je crois, dans sa bouche, voulant évoquer la France sans la nommer. Mais les autorités maliennes auront beaucoup de mal dans les jours qui viennent, dans les semaines et les mois qui viennent, à cacher le fait que, nonobstant le remplacement de la force Barkhane par les mercenaires de Wagner, on continue malheureusement à mourir au Mali, et ils auront d'autant plus de mal à cacher un certain nombre de leurs forfaits, eu égard au fait que l'ONU a documenté le fait qu'en avril dernier, à Gossi, il y aurait eu effectivement un charnier, mais pas du fait des autorités militaires françaises, que quelques jours plus tôt, il y a eu des opérations qui se sont menées dans une ville qui s'appelle Moura, où l'on évoque près de 400 à 500 victimes, dont certains étaient des djihadistes, mais pas seulement. Et donc les autorités maliennes, maintenant, vont devoir expliquer à leur population pourquoi, alors qu'elle disait il y a encore quelques jours et quelques heures que c'était à cause de la France qu'on n'arrivait pas à éradiquer le terrorisme, que ces actions sont menées de plus en plus violemment. Il y a encore une semaine, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a menacé d'encercler Bamako et a même joint l'acte à la parole en s'attaquant à la principale emprise militaire malienne de Kati. On est à 15 km de Bamako, et en tentant de faire exploser un kamikaze dans la mosquée de cette même ville. En tout cas, ce sont les civils maliens qui vont continuer, malheureusement pour eux d'ailleurs, à payer un lourd tribut à cette guerre. Burkinabé, Nigériens, ne pas les oublier non plus. Effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage, Emmanuel Dupuis, et cet hommage aussi à nos soldats français qui sont tombés au Mali, plus d'une quarantaine qui sont tombés à l'intérieur des frontières maliennes. La guerre continue contre le terrorisme avec l'opération Barkhane, mais en dehors du Mali, puisqu'on n'y est plus les bienvenus. Merci à vous, Emmanuel Dupuis. Je le rappelle, vous êtes le président de l'IPSE, Institut pour la prospective et la sécurité en Europe. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Changement de sujet. On va reparler de la météo. On est désolé. Je sais que vous trouvez qu'on en parle beaucoup cet été, mais bon, c'est l'actualité. Et justement, on va parler de cette veillée d'armes des maires du sud de la France, notamment, qui redoutent un épisode orageux extrêmement violent et d'éventuelles inondations qui pourraient avoir lieu cet après-midi. À tout de suite.